Le Pitch Club de Redouane Bougueraba. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans le Pitch Club. Donc cette semaine, on a un nouvel invité, c'est Redouane Bougueraba. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir dans votre Pitch Club. Le Pitch Club, voilà. Donc on voulait parler un peu de ta carrière, ton actualité. Alors d'abord, on va commencer, si tu me le permets, avec le Summer Tour, faire un peu un bilan de cette tournée. Alors déjà, savoir. T'étais un peu l'instigateur de cette tournée à travers le sud de la France, donc sud-est et sud-ouest. Écoute, j'avais un projet au départ, ça devait être du rap, mais je préférais laisser ça à Jules, il a fait très organisé, et nous on a fait la même chose avec les humoristes, et on est parti en tournée, on devait faire une date, 2, 3, 4, on a fait, 40, 50... On a fait le sud, ça s'est très très bien passé. Et voilà, c'est une très belle expérience avec des humoristes de talent à reproduire. Alors donc tu avais Ahmed Sparrow avec toi, oui. Hakim Djemili et Roman Fressinet. Donc vous étiez tous les quatre. Et en fait tu me disais qu'au début il y avait une date et après il y a eu plusieurs dates qui sont rajoutées grâce à Internet. Exactement. Non, il y a eu vraiment, il y a eu un engouement. Les gens voulaient vraiment. Mais il y avait un petit manque aussi, puisque tout le monde annulait les dates par rapport au Covid. On a décidé de jouer, ça s'est improvisé. Et voilà, on a fait plusieurs dates, complets, guichets fermés. Ça partait comme des petits pains. Après, voilà, la proposition est pas mal. 4 humoristes dans le vent. Des destinations assez sympas. C'était Summer Tour, tu vois, c'est plus l'été. Avec des dates glamour, on était en Corse à Calvi, on était à Aix-en-Provence, on était à Bordeaux. Voilà, on a fait une tournée assez sexy. Donc Summer Tour, donc un jeu de mots par rapport au Sum. Exactement. Alors pourquoi? C'est pour les gens qui... Le Sum, voilà, c'est magnifique, ce mot est magnifique. Le Sum, qui vient de l'arabe le venin, serpent, le Sum, non, voilà, Summer Tour, ça sonnait bien. En fait, je me suis fait voler mon sac. J'ai eu le seum. Ouais, ça part de là. Je me fais voler mon sac. J'ai le seum et Roman me dit vas-y, t'inquiète pas, on va faire un spectacle, on va te rembourser le sac. Et comme c'était un sac qui avait une certaine valeur émotionnelle et financière, puisqu'il coûtait presque 800 €, il m'a dit on va faire un spectacle, on va te le rembourser. Du coup, c'est plus le sac Mont Blanc qu'on rembourse, mais la montagne. Pour acheter une montagne Mont Blanc. Avec l'argent qu'on a fait. Et donc voilà. Mousse, qui est avec nous, alors vas-y. Ouais, c'était par rapport à l'organisation en fait. Comment on se transforme d'un coup en organisateur de tournée? Écoute, on n'avait pas trop le choix. On était obligé de s'improviser parce qu'il fallait être réactif. Et si on passait par une boîte de production, déjà elles étaient toutes fermées. On était en plein Covid. Personne décroche le téléphone. Les salles pareil. Du coup, on a fait le travail des prods et voilà, c'est un vrai travail. C'est épuisant. Il y a beaucoup d'aléas à gérer, mais voilà, à la fin, c'est une grande satisfaction. Donc tu contactais les il fallait trouver une salle, il fallait trouver des salles, il fallait trouver les billets de train, il fallait trouver les billets d'avion, il fallait trouver le matos, il fallait respecter les distanciations sociales, les masques, fallait prendre les hôtels, fallait tout caler, et les restos et les voilà. burrata aussi. Et les burrata. Ah oui. Ça t'as découvert cette passion de la burrata cet été, ça fait des années moi que je bouffe de la burrata, mais cette année avec Internet et réseaux sociaux, c'est vraiment la mode. Les gens découvrent, mais. Ouais. Et même Aya Nakamura qui a fait le burrata gang. Ouais, regarde mes stories, Aya Nakamura. On va lancer le copie burrata. Hein. Donc ça fait beaucoup pour la burrata, quoi. Exactement. Ah, oui. C'est mon surnom, Redouane Bougueraba. Hein. Et ça va rentrer dans ton spectacle à un moment donné. Tu vas en parler de la burrata? Non, on préfère la laisser dans l'assiette et ne pas la ramener sur scène. Et donc comment ça, c'était quoi un peu les anecdotes que tu as eues sur ce Summer Tour, si tu peux nous en parler? Enfin, est-ce que il s'est passé des trucs assez cocasses? Nous, on avait beaucoup de kiff. Vraiment, on s'est retrouvés dans de super bonnes ambiances. Public là, il a répondu présent. Non, on avait beaucoup de kiff, des matchs de foot, des belles soirées, de beaux restos. Non, c'était vraiment une belle aventure humaine. Et que tu veux refaire. Ouais. Donc, franchement, c'est à refaire. Mais cette fois-ci avec. Non, franchement, c'était parfait. À l'avance, plus préparé, plus en amont. Ouais, tu prépares un peu plus, mais le fait que ce soit un peu à l'arrache, c'est ça qui est du charme aussi, tu vois. Ouais, c'est un peu rock'n'roll, quoi. Des fois, exactement. Quand tu prépares trop et que c'est trop préparé, c'est pas. Et justement, comment tu vois au quotidien là, au début, vous commencez avec quelques dates, et après, il suffit que vous fassiez avec une story.
les gens ils swipe up et après quand ça swipe up, du coup ils sont ils arrivent à ils réservent directement les dates dessus. Et comment tu vois ça au quotidien? Enfin, c'est quoi ta réaction quand tu vois que les gens ça part comme des petits pains Non, mais c'est bien, c'est plaisant, c'est que voilà que ça plaît aux gens, que les gens ont besoin de se divertir avec, surtout en cette période assez morose et assez terne. Les gens ils ont besoin d'aller au spectacle, alors que c'est difficile en ce moment. Tu sais, il y a les restos qui sont fermés dans certaines villes, des bars aussi qui sont fermés. C'est-à-dire que le mec il vient à ton spectacle que pour ton spectacle. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le moyen de manger un petit bout avant, de boire un coup, de débriefer après. Il prend sa voiture, il vient voir un spectacle, il rentre chez lui, et voilà, c'est dur quand même. Hein. Je pense que les stories, ça a joué énormément sur le succès de ce que tu as fait. C'est une première un peu, non? Ouais, je pense que les gens, ils voient les stories, ils voient qu'il y a un délire, ils voient que c'est une bande de potes, de copains, et les gens, ils adhèrent. Hein. Ils voient qu'il n'y a pas de marketing autour et que voilà, c'est vraiment des copains. On sent qu'on va rire et ils se lancent. Je pense que tu peux pas trop mentir en story. Tu vois quand le truc il est, c'est pas un boys band. On l'a pas préfabriqué pour. Tu vois, c'est des potes avec qui on traîne. On s'est dit on y va et ça s'est fait naturellement. Oui, c'est ça, c'est naturel. Enfin, il y a pas de, c'est pas un truc comme certains boys bands qui étaient préfabriqués. Oui, en Mousse. fait, ça m'a rappelé, tu sais, avec le Jamel Comedy Club, quand ils avaient fait la petite sitcom là où ils montraient la tournée, tu vois. Et là, ça ressemblait un peu à ça, sauf que c'était pas scénarisé, tu vois. C'était juste des stories. On filme vous dans la piscine, vous au resto en train de manger ensemble entre potes. Et ça, oui, c'est original. Hein. Je pense que ça a jamais été fait avant. Et vous avez fait une première, en fait, hein, sur ce type de promo, qui n'est pas de la promo. Exactement. Non, mais il faut donner envie aux gens de venir. Et les gens, ils voient si c'est sincère et pas prémédité. Et du coup, voilà, c'est fait naturellement. Et on est super content du résultat. Et justement, tu vois, ce nouveau mode de consommation des stories, parce que à l'époque, il y a 20 ans, il fallait passer par Michel Drucker. Et maintenant, tout se fait sur Internet. Toi, comment tu gères ça? Non, mais c'est notre économie, tu vois. À l'époque, il fallait une attachée de presse qui connaisse bien Michel Drucker et qui te mette sur le canapé. Et là, plus besoin de canapé rouge. Hein. C'est les gens, t'es en contact direct avec les gens qui te kiffent. Et franchement, c'est bien parce que tu touches ton cœur de cible directement. Les gens qui t'aiment te suivent, les gens qui t'aiment pas, ils te suivent pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tu fais une télé, des fois, c'est pas ton cœur de cible. Hein. Tu vas faire l'émission de Michel Drucker. Tu l'as vu avec Mathieu quand il faisait l'émission chez Drucker. Il y avait des vieilles dans sa salle. Hein. On parlait un peu de ton Summer Tour et aussi de ton actualité, c'est ton spectacle. C'est ça, on m'appelle Marseille, je joue là au théâtre de 10 heures pour 4 exceptionnels. Ouais. Et je reprends au Comedy Club à partir de novembre. Je marche dans la rue, il y a des vannes par terre, je les ramasse. Et dès que j'en ai 60, ça fait 60 minutes, je fais un spectacle. Ah, c'est pour ta gueule, là, bravo. Parce qu'en fait, parce que t'es tout le temps à faire des vannes. Mais c'est comment, justement, c'est quoi le Redouane sur scène et le Redouane dans la vie? Parce que il y a des humoristes, tu vois, dans la vie, ils sont très sérieux et quand tu les vois sur scène, ils se transforment. Toi, comment t'es sur scène, t'es pareil que dans la vie? Non, je suis pareil. On essaie d'avoir cette ligne conductrice. Après, c'est sûr que c'est préparé. Quand tu vas voir un spectacle, c'est carré. T'as des blagues écrites. Tu laisses même moins de place à l'impro. Mais voilà, les gens, ils payent pour un truc et t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Alors, il y a un truc faut qu'on se dise. Hein, on se connaît très bien depuis très longtemps. Moi, Redouane, je l'ai connu. J'étais derrière le bar. Et Redouane, en fait, il fait des vannes tout le temps. Et tout à l'heure, en préparant l'émission, j'ai dit à David, j'ai l'impression qu'il y a 2 types de vannes. Il y a des vannes de jour et des vannes de nuit. Ouais, il y a 2 Redouane. En fait, t'as des vannes de jour que tu fais tout le temps, puis après, il y a des vannes de nuit pour les soirées, pour les spectacles. Est-ce que dans tes vannes du jour, à un moment donné, tu captes des trucs, tu dis, ah là, il y a un truc à faire là. Non, des fois, tu fais des vannes et tu vois que les gens réagissent bien dans la vie de tous les jours. Il y a plein d'humoristes qui testent sur les gens, hein. On va pas se cacher, hein. Et tu les vois, nous, on les voit à 4000 à l'heure, quand ils viennent te raconter une anecdote, et ils voient si tu ris, ils la font le soir même, mais si tu ris pas, ça part aux oubliettes. Mais, t'as beaucoup de tests sur les gens, sur monsieur et madame tout le monde. Mais, après, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui testent directement sur le public. Après, moi, je fais des vannes, j'en fais, j'essaie de... Des vannes à emporter, comme tu dis. Ouais, j'essaie de pas les mettre tout le temps, mais
C'est d'être original. Vas-y Mousse, si tu veux. Donc je voulais savoir, donc t'as commencé quand à vraiment aller sur scène, et à quel moment t'as senti qu'il y avait un truc à faire sur scène? Bon, on m'a poussé, parce que moi je savais pas, je faisais des blagues gratuitement avant. Hein. Après on m'a dit, tu sais, il y a des gens qui sont payés pour faire des blagues. Je fais arrêter vos conneries. Il me dit non mais sérieux, tu montes sur scène, tu fais tes conneries là que tu fais gratuitement là, et après t'as des gens qui payent, ils viennent te voir et tout. Moi, au départ, je faisais ça gratuitement. J'étais bénévole, moi, dans l'humour. Et après, il y a pas longtemps que je suis professionnel de l'humour. Mais avant, j'étais dans le bénévolat. Je donnais ça gratuitement. Après, on m'a dit, mais faut pas faire ça, quand même. C'est un métier. Tu peux en vivre. Et ça, c'était à Marseille? C'était au début? Ouais, c'est des potes qui sont pros, qui sont artistes, qui m'ont poussé à faire de la scène, qui m'ont dit, il faut te lancer et tout. Après, faire les blagues dans la rue et faire les blagues sur scène, c'est deux disciplines complètement différentes. Alors, c'est comme un mec qui fait le five, qui est bon, et après, te retrouve en équipe de France ou sur un terrain à 11, c'est deux disciplines totalement différentes. Après, tu peux garder certains trucs de la street, certaines blagues que tu fais, mais il y a sur le côté professionnel quand t'es sur scène, c'est différent. Et le plus dur, c'est de transformer le mec drôle dans la vie, parce qu'on en connaît plein qui sont drôles dans la vie mais qui sont pas drôles sur scène, et inversement, on en connaît énormément qui sont très drôles sur scène mais dans la vie, t'as envie de te suicider quand tu traînes avec eux, tu n'as même pas envie de partir en vacances. Et je dis pas ça parce qu'ils sont dans la salle, mais je te jure, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des auteurs. Donc Redouane, toi t'aimes le foot, on va faire une comparaison avec le foot. Ouais. Donc toi à la base t'es un footballeur de rue. Ouais. Tu dribbles dans la rue, voilà, avec plein de mecs autour. Je suis Diego Maradona, frère. À quel moment, la drogue et les putes. À quel moment tu te dis il faut quand même un centre de formation? C'est-à-dire que je dois trouver des méthodes et techniques pour travailler. Il n'y a pas de méthode technique. Tu sais, sur scène, il faut retrouver le naturel que tu as dans la vie. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent en gommant ce naturel et en se créant des personnages et c'est là ils perdent tout leur naturel, tout leur tu sais la scène elle est réelle, le public il est là, il sent si tu stresses, il sent si t'es à l'aise, il sent si t'es bon, il sent si t'es pas bon. Donc tout ça se bosse et les gens ça rendent pas compte. Ils disent ouais, il monte, il fait des blagues non, c'est beaucoup de travail, tu vois. Il arrive, il dit, ouais, il est venu, il a fait 5 minutes. Non, le mec, il a toute sa vie pour faire 5 minutes. C'est ça, comme disait Picasso, tu sais, dessiner sur un coin de table, le mec, il dit, ouais, mais t'as pris 5 minutes pour faire le dessin. Il dit, non, toute ma vie, plus 5 minutes. Pour arriver à ces 5 minutes-là, ouais. Pour être bon, voilà. pour être bon. Exactement. Les gens, ils se rendent pas compte, qu'il y a un travail derrière et que c'est pas comme ça, tu vois. T'as tout le monde, il arrive, tu dis, ah, j'ai une bonne blague, je peux monter sur scène. C'est pas qu'une bonne blague, tu vois. Il y a beaucoup de travail. La plupart des mecs, tu vois, là, ça fait au moins 10 piges qui sont là, qui bossent tous les soirs, qui sont dans des comedy clubs à charbonner. Nous, on se connaît tous entre humoristes. Tu vois, mec, c'est rare. Il y en a pas. Les mecs te disent, ouais, ils débarquent, le mec, il sort de nulle part. C'est pas vrai. On les voit charbonner, on les voit prendre des billes, on les voit travailler, évoluer au jour le jour. Et toi, comment tu fais? T'arrives, t'enregistres tes passages ou c'est tout dans la tête? Ouais, c'est tout dans la tête, moi. Ouais. C'est tout. T'es pas de ceux qui enregistrent tes passages, qui réécoutent, qui prennent des notes. C'est pas stylo, rien. C'est à l'instant, en fait. Ouais, c'est à l'instant, comme Notorious Big, tout dans la tête. Tout dans la tête qui défile. Est-ce que tu travailles avec des professionnels au niveau de la mise en scène? Non. Tu fais tout toi-même? Ouais, avec personne. Parce que t'as ton frère, Ali, qui est... Non, il sert à rien, lui. Il a aucune influence sur ta carrière? Non. Et ça, toi, c'est... Même pas des conseils Non, le nom de famille, là. Non, mais après, il donne des conseils, bons conseils. Voilà. Et tout, mais je pose pas avec lui, il est sur Marseille. Ouais. C'est mon frère, des fois, il m'appelle, il me dit c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est... Voilà, donc il a un petit... On va quand même présenter ton frère. Oui, Ali Bougueraba qui a eu un Molière. Ouais, il a eu un Molière. Félicitations à lui encore. Un Molière, 3 filles, 5 chiens, 2 perroquets. Il est aussi dans le théâtre. Ouais. Comment tu vois son évolution et comment lui, il voit ton évolution? Écoute, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est magnifique ce qu'il fait. Il a eu un Molière. Il a un théâtre à Marseille. Il bosse sur plein de pièces de théâtre, sur des films. Non, une très très belle carrière. Et par rapport à la différence entre le stand-up et le théâtre, parce que c'est un art que le stand-up qui est pas encore reconnu. Il y a le 4e mur. Tu sais, quand tu joues au théâtre, il y a un mur. Tu joues des personnages. Oui.
Ça, c'est le théâtre et le stand-up, il n'y a pas de quatrième mur. Tu t'adresses, t'interpelles le public et le public peut être même acteur de ton spectacle. Alors que le théâtre, le public, il est là et limite, il est dans son salon. Tu vois ce que je veux dire? Il est spectateur, mais il est pas acteur de ce que tu fais. Et justement, moi, ce que je veux dire, c'est par rapport au fait que le stand-up est pas encore considéré à sa juste valeur en France et que le théâtre est en train de mourir. Est-ce que non, ça meurt pas. Il y a toujours des pièces de théâtre qui cartonnent. C'est les plus grandes ventes de spectacles. Ça reste du théâtre quand même. Après, c'est deux disciplines totalement différentes, mais on fait à partie de la même famille. Hein. Est-ce que toi, des fois, tu vas voir des pièces de théâtre qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais? Non, j'arrive pas. Non. J'arrive pas à m'enfermer dans une salle. C'est compliqué. J'éprouve un réel respect aux gens qui prennent leur place et qui viennent nous voir. Franchement. Heureusement qu'il y a des gens comme eux, parce que s'il y avait eu que des gens comme moi, ça serait la mort du stand-up et du théâtre, parce que je trouve ça anxiogène, m'enfermer dans une salle pour voir un mec qui va me faire rire, mais qui lui pour me faire rire? Il y a personne qui pourrait te motiver à payer une place. Ouais, il y en a quelques-uns qui peuvent me motiver. Comme mais qui? J'arrive pas. Je passe tellement de temps dans des salles de théâtre que y retourner comme ça, je suis comme Batistuta, tu vois. Il n'aimait pas le foot. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas sur le terrain. Ouais, il allait pour faire ses matchs, marquer des buts, mais c'est impossible. Il y a plein de joueurs de foot que tu ne fais pas rentrer dans un stade pour un match. C'est hors des questions. Toute leur vie, ils ont essayé de fuir ça. Qu'est-ce que ça représente la scène pour toi? Quand tu vois une scène, c'est quoi qu'est-ce que tu ressens? Non, mais non, c'est beaucoup de plaisir, tu vois. C'est, tu sais, là, ils m'ont invité pour aller voir un gala d'humour. On me dit, ouais, putain, mais tu vas dans le public. Je dis, mais si je joue pas, j'ai rien à foutre, moi, dans un gala d'humour. Dans la coulisse derrière, là. Non, je préfère venir, faire mes blagues, faire rire les gens et me barrer. Mais venir être dans le truc, j'arrive pas. C'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Et comment tu te situais pendant le confinement? Dans quel état t'étais par rapport au fait de pas pouvoir jouer? Non, c'est un vrai moment de frustration parce que t'es chez toi. Mais après, ça m'a permis de me retrouver avec ma famille, avec ma femme et mes filles. Je dis que c'était un moment bénéfique parce que ça m'a permis de me retrouver, de me recentrer, de voir que la scène, ça me manquait, et que voilà, de bosser, ça me manquait. Donc, tu sais que t'es vraiment fait pour ça quand ça te manque. Mais les gens qui te disent, on était bien à la maison, c'est que c'est pas pour toi. Tu vois? C'est pas. Et tu rêvais des fois de faire de la scène pendant la nuit, pendant le confinement? J'ai recréé le Paname. Oui. Je l'ai recréé. On peut voir sur ton Instagram d'ailleurs. Mon Instagram, j'ai recréé le Paname chez moi. J'ai joué devant des ours en peluche. Avec Jimo. Ouais, exactement. J'ai joué devant les jouets de ma fille. Mais non, j'avais qu'une seule envie, c'est de reprendre scène, de reprendre la scène. C'est quand la première fois que t'as joué au Paname? Tu te souviens? Oui. J'ai joué au Paname. Ça devait être en 2011. Ah ouais, 9 ans. Ouais. 2011. C'est-à-dire vraiment presque au début de l'aventure. Ouais, au début de l'aventure, il n'y avait même pas le panneau Paname derrière. Et comment t'avais connu l'endroit à l'époque? Tu te souviens? Je connaissais Karim, je connaissais avant le Paname, il avait une chicha, la rue de Bélène. Ah, d'accord. J'étais client, j'allais là-bas, il y avait Kader. Ah oui, d'accord. Kader jeune. J'ai connu le Kader jeune. Kader Raoun. Toi, c'est vraiment Kader historique. Kader Raoun, ouais. Ah oui. Je suis dans les débuts, hein. J'étais là avant Mathieu Madénian. Tu venais pour les chichas. Je venais pour les chichas et les serveuses de chez Karim qui étaient magnifiques, des Suédoises. Je me souviens de l'endroit. C'était la belle époque, hein, Karim. J'ai bossé là-bas aussi à l'époque. Voilà. Je faisais des chichas. Et avec des très bons couscous, tagines. Très belle chicha. Et donc après, tu as gardé contact avec lui et quand il est venu le Paname, naturellement. Non, sympathisant, on avait parlé foot. Après, il m'a dit, il y avait le Paname. J'étais revenu en 2011, vite fait. J'avais fait une scène au réservoir. J'étais venu jouer. Après, en 2014, j'étais venu 2014. Après, je suis vraiment venu m'installer au Paname en 2015, janvier 2015. Ouais, tu vois, le jour où tu fais la première scène avec Fari et Boudère. Parce que là, nous, on enregistre dans la cave du Paname. Il y a que moi qui ai survécu. Hein. Ah ouais. Ah, Fari. On est dans la cave du dans Paname. son comédie club et Boudère, il vient que pour manger. Hein. Et quand t'es ici, ça te fait quoi d'être là? C'est-à-dire, quand tu vois les murs du Paname, est-ce qu'il y a des endroits que t'as des endroits Ah ouais, si les murs pouvaient parler. Hein. Un peu fétiche. Il y a des artistes qui se sont fait mal. Hein. Des artistes à 23h30 qui ont perdu leur âme, leur dignité, t'as des souvenirs et leur intérieur. Hein. Ouais, des beaux souvenirs, des ruptures, des ruptures physiques. Jamel Kaïbou qui s'arrache les ligaments croisés. Ouais, sur scène. C'est quand même un professionnel. Non, mais il y a des trucs magnifiques ici. Il y a des vrais moments de rigolade, d'impro, de délire. Et donc pour toi ici, c'est un endroit où tu viendras tout le temps.
Oui, toujours. Ouais, toujours. c'est comme ça, quoi. C'est la salle d'entraînement, c'est la salle du temps. Ici, on vient avec plaisir et. C'est hyper important. C'est de revenir à chaque fois ici pour C'est la source. reconfronter à chaque fois. Ouais, c'est toujours tu viens, surtout en bas, c'est exceptionnel. C'est quoi la particularité justement de la salle en bas du Paname En bas, c'est un vrai retour public. C'est vraiment un chaudron. T'étais là quand c'est plein. Moi, j'ai connu avant Covid de 110 personnes. Ouais. Faire rentrer 110 personnes, le rideau ouvert. Il y avait plus de loge artiste. Il y avait des bancs là-bas dans le virage. Limite, si le cuistot il faisait pas la première partie. C'était. Ça fait un peu cage MMA, quoi. Tu vois, ouais. Les murs transpirés, les murs rayés. C'est vraiment quelque chose, tu vois. Et en plus, entre vous, les comédiens, il y a de la vanne. Non, c'est des fils de pute, les comédiens. Quelle vanne. Elle est partie direct, celle-là. Et ils sont comment les rires? Parce qu'on dit dans certains stades, il y a une certaine. Non, t'as une vraie réverbération. T'as vraiment ça tape les murs, ça tape le carrelage, ça revient. Ouais. Non. C'est-à-dire que les rires ici, ils tournent, quoi. Non, là, c'est, en bas, il y a pas comme, Il n'y a pas comme d'équivalent. quand c'est plein. Après, là, tu joues, il y a 40 personnes. C'est une fois sur deux, tu vois. Ouais. Mais, quand t'as la configuration optimale en bas, c'est du 100%. Le Pitch Club de Ridwan Bougueraba. T'as entamé un virage dans ta carrière récemment. On t'a vu dans plusieurs films. Ouais. Comment c'est venu? Mais écoute, c'est des potes qui sont réalisateurs, qui sont très talentueux, Grand Corps Malade et Mehdi Edir, qui m'ont donné la chance de faire du cinéma. Et pareil, au début, c'est pas que j'étais nul, mais il y avait pas d'expérience, c'était super dur, c'est un travail, pareil. T'as pris des cours de comédie? Ouais, j'ai fait une petite école de comédien, Laquelle? Laboratoire de l'acteur de chez Hélène Zidi. Oui. Je recommande à tout le monde, mais il y a plein de. Ça, tu l'as fait quand, ça? Tu Je viens? l'ai fait quand je suis arrivé à Paris en 2015. D'accord. Parce que t'as senti qu'il fallait passer par Non, là, mais on t'a c'est dit. une autre discipline, Tu sais, quand tu fais du stand-up, il y a une vraie exagération, il y a c'est pas le même jeu que cinématographique, la caméra, elle capte le moindre détail. Il y a des trucs, t'as même pas besoin de faire, tu prends de faux réflexes avec la scène c'est une autre discipline. C'est comme si tu jouais le 400 mètres et un marathon ou un sprint Donc c'est une autre discipline. c'est notre discipline, oui. c'est notre travail C'est d'autres et techniques. c'est d'autres techniques. Ouais. Et voilà, mais après, quand tu étais bien encadré par de bons réalisateurs, t'apprends avec les meilleurs et voilà. Tu tournes avec Alban Ivanov, super acteur, Soufiane Guerra, Moussa Mansali. C'est des mecs qui ont de la bouteille au cinéma. Ils ont tous tourné dans une vingtaine de films chacun. Et voilà, t'apprends avec la nouvelle génération qui est très très forte. Et voilà, je suis fier de faire partie de cette famille et d'apprendre avec eux. Et pour toi, c'est quand tu te vois sur grand écran, enfin la première fois que tu t'es vu dans. Qu'est-ce qu'il est éclaté. Ah ouais. Ah ouais, quand je me vois, C'était dur. Parce que Ouais, tu, c'est dur. parce que tu dis que tu peux pas voir des spectacles sur Qu'est-ce qu'il est scène. moche. Mais toi, tu peux aller au cinéma voir un film. Tu vas voir le film, parce qu'il y a l'avant-première avec Ouais. toute l'équipe du film. hein. Mais t'imagines, t'as T'aimes un pas te voir à l'écran. premier rôle, tu dois te voir pendant 1h20, ta tête 6 mètres sur 3 mètres. C'est bizarre. C'est vraiment, ça blesse l'âme. Ah ouais, à ce Tu l'as vu moment-là. avec tes potes aussi quand ça chambre un peu là, quand tu vas avec tes potes, je pense que c'est. Bien sûr, ça chambre. Ça y va chambre. Bien sûr, surtout dans le film La vie scolaire, je faisais 105 kilos. Ah oui, c'est ça, c'était avant ton régime La cétogène. barbe, ouais, on aurait dit Maradona en fin de carrière. J'étais énorme. Et là maintenant, donc là on est en 2020. Alors, on espère que le Covid, va se C'est barrer. une belle année, 4. quand même, franchement, 2020. Pourquoi c'est une belle année pour toi? Franchement, c'est une belle année. On a fait la tournée Summer Tour, on a joué spectacle, on a tourné dans des films. T'as vu ta fille On a grandir? joué avec sans public. Ça m'a permis d'être beaucoup à la maison, franchement. T'as passé du temps en famille, en Ouais, fait. c'était pas mal. Toi, tu prépares, tu t'écris là, en ce moment un autre spectacle. Ouais, je bosse sur des films, sur des spectacles, sur plusieurs trucs, sur plusieurs projets. Et tu devrais réaliser un film ou c'est Non, quoi? je laisse ça au réalisateur. Ouais. Moi, je suis acteur, Scénariste? je trouve que il y a des mecs qui veulent réaliser, ils ont un super talent, mais tu peux pas réaliser pour moi et jouer. C'est comme entraîneur et joueur. Tu peux pas entraîner une équipe et être sur le terrain à courir, à faire des accélérations. Et au moment tu vas être en perte de lucidité. Alors, il y en a plein qui le font, mais Mais toi, tu te vois pas là-dedans. Toi. non.
J'ai des potes qui le font. Les films, ils sont éclatés. Ils font réalisateur, acteur. Tu leur dis, ils veulent être réalisateur, acteur, producteur, preneur son, scénariste, maquilleur, scénariste. Il y a plus de fois leur nom à l'affiche que le film réalisé par, avec de, produit de et trucs, frère. 7 fois ton nom à l'affiche. Après, c'est sûr que quand le film il flop, il y a 7 fois ton nom, t'es 7 fois responsable. Laisse un mec réaliser, joue ou réalise, ne joue pas dedans ou produit. Je pense. Après, les mecs te disent ouais, Clint Eastwood, mais Clint Eastwood, il a fait 150 films. Le mec, c'est Clint Eastwood. Et puis il a plein d'assistants de toute façon. Exactement. Faut pas se comparer à Clint Eastwood. Mais je pense que toute l'énergie que tu mets dans la réalisation, ça se sent quand même. Tu peux pas la mettre et jouer en même temps et diriger les acteurs et tu reviens derrière la caméra. Franchement, j'arrive pas à comprendre. C'est comme un entraîneur. Mais je vois pas Didier Deschamps jouer et entraîner. Tu es en train de courir, de piquer un 200 mètres sur le côté du terrain et il faut faire un changement et tu le vois pas parce que tu cours et tu es débordé. Je pense que c'est pareil cinéma. Je pense que. En général, ça tient pas. Les entraîneurs-joueurs, ça dure un mois après, ils arrêtent. Ça dure pas. T'es un grand malade de football, on le sait. Ouais. T'as des copains footballeurs? Oui. De professionnels? Oui. Comment ça se passe? Comment eux, ils rigolent dans leur milieu à eux, parce qu'ils sont dans un milieu particulier? Est-ce que tu penses qu'un footballeur professionnel rigole pareil qu'un mec lambda ou qu'un smicard? Oui, ça rigole pareil, parce que les mecs footballeurs, c'est des mecs de la street, c'est des mecs, la plupart, ils sont issus de banlieues ou de quartiers populaires. Donc ils ont les codes. Ils adorent le stand-up parce que ça leur parle plus que le théâtre, parce qu'il y a vraiment cette culture de la chambre que tu retrouves dans le stand-up, tu vois dans un stand-up que dans un stand-up où tu vois le mec, il va interpeller le mec au premier rang parce qu'il a une coupe de cheveux bizarre. Bah, les joueurs de foot, c'est pareil, tu as l'entraînement avec une coupe de cheveux bizarre, ils vont te vanner. Tu vas avoir un look bizarre, ils vont te vanner. C'est un truc vraiment de street, de quartier que ça parle aux footballeurs. En fait, ça vanne pareil dans les vestiaires que dans un vestiaire de stand-up. Exactement, c'est pour ça dans les loges. Quand ils viennent au spectacle, ils veulent retrouver ça, ils veulent retrouver la culture de la chambre. Ouais, et puis il y a une espèce de correspondance, parce que dans le foot, ça chambre beaucoup, ça dribble, ça met des petits ponts, ça c'est comme des punchlines, c'est pareil, ça ressemble à du stand-up. Ça ressemble un peu au stand-up. Ça ressemble, il y a beaucoup de similitudes. Ouais. En quoi, à part la vanne, c'est le parcours des personnes? C'est comme un sportif, tu t'entraînes, tu viens tous les soirs au Paname, c'est ton entraînement. Après, tu fais ton spectacle une fois par semaine, c'est ton stade. Ouais. Elle est là, c'est des sportifs de haut niveau, des mecs qui font du stand-up haut niveau, pareil, c'est des stand-uppers de haut niveau, ils s'entraînent tous les jours pour être bons le jour J, mais il y a beaucoup de répétitions, pareil, un footballeur, il y a beaucoup de répétitions, entraînement, il fait ses gammes, nous pareil, on fait nos gammes, il y a beaucoup d'entraînements, de répètes, pareil, eux aussi, ils ont leur match, où ils doivent pas se louper, ils sont télévisés, ils passent sur Canal, ou sur beIN Sport, nous pareil, tu fais un gala, tu passes à la télé, faut pas te louper, c'est là où il faut que tu réussisses tes gammes, et t'as beaucoup de similitudes. Ouais, puis c'est comme un match, en fait, ça dure 1h30 environ, voilà, il y a tout est presque préparé à l'avance, mais des fois il y a des moments comme ça de grâce, où une super vanne passe bien, et là t'as comme un super geste technique avec des applaudissements, ça ressemble. Exactement. Et serait quoi l'équivalent d'un bid pour un footballeur? Mais il passe à côté de son match. Quoi, il dit, mais la frappe au-dessus, ou il passe un bid, c'est quand tu rates ta prestation, tu as raté ta scène, c'est un bid, t'as pas fait rire, t'as bidé au niveau footballistique, t'as raté ton match, c'est passé à côté. T'as raté tous tes contrôles, t'as raté toutes tes passes, t'as raté tout. Et tout le monde regarde. Ben c'est pareil, voilà. C'est pareil. T'as les meilleurs joueurs du foot au monde t'as Messi qui rate des matchs. C'est ça la différence entre un grand joueur et un petit joueur, c'est qu'il va rater moins de grands matchs et qu'il sera présent aux grands matchs. Les grands rendez-vous, les finales, les trucs, ils sont moins la pression. C'est ça, les grands joueurs, ils réussissent plus de grands matchs que les petits joueurs. Et c'est pareil pour les artistes, tu vois. Alors, pour toi, dans le stand-up, c'est qui les Messi actuellement du stand-up? Les grands stand-up. Les Mbappé, les Ronaldo. C'est qui pour toi les tops du monde entier? Que tu vois comme des immenses artistes? Après, les gros, tu les as, les Cristiano Ronaldo et on va dire, et Messi, c'est, on va dire Dave Chappelle et Kevin Hart. C'est vraiment le truc international. Les mecs, ils ont plusieurs millions d'abonnés, ils vendent, je sais pas combien de millions de tickets à l'année. Ils remplissent de partout où ils vont. Kevin Hart, il fait des stades de partout. Si tu venais à comparer
Messi et Ronaldo, ça serait les deux mecs là que je t'ai cités. Actuellement, ouais. Actuellement, c'est. Tu regardes leur spectacle ou c'est pas ton... Moi, je regarde sur Netflix, mais voilà, les mecs qui remplissent des stades, ils ont des vies hors normes. Et voilà, après c'est international, c'est la langue anglaise. Nous, on pourra jamais rivaliser avec eux. Oui, ils ont un public. Dans 3 pays, tu sors de la France, la Belgique, la Suisse, le Canada. Et pays africains où ils consomment pas de théâtre, tu peux pas faire une tournée africaine. Ouais, y a pas d'événement culturel. Personne, ouais, y a pas. Mais t'es parti en Afrique récemment. Ouais, mais après, c'est notre économie. D'ailleurs, je salue Yass, Libanais, qui organise en Afrique des super. Il y a aussi Wallace qui organise avec le Maroc, qui font des superbes tournées africaines, mais voilà, c'est tout, c'est du registre du mécénat. Oui, et ça rigole comment en Afrique par rapport rigole très fort, c'est un très bon public, ça rigole très très fort. Ça te met en confiance. Mais voilà, les gens, ils viennent pas pour toi, ils viennent parce que le mec leur a offert la place et que c'est un genre de comité d'entreprise, de mécénat, mais c'est notre économie, mais c'est exceptionnel. Toi, tu verrais des talents émerger là-bas? Tu penses que sur place, il y a bien sûr, il y a des talents africains super drôles qui sont connus depuis plus de 20 ans. Des Michel Gou, les Dick Cravate, t'en as plein. Elle existe, la scène. Et voilà, ils bossent là-bas. Après, c'est notre économie. Tu peux pas demander à des mecs de mettre 20 € dans un place de spectacle où c'est leur salaire. C'est leur salaire. Le mec, il a d'autres priorités. Il doit sauver son fils de la faim. Il peut pas aller voir des spectacles, tu vois. Pour eux, le rire, c'est gratuit. C'est beaucoup d'économies où ça fait les sketchs, ça diffuse à la télé. Et le Québec, t'es allé au Québec, je suppose, ça s'est passé comment le public québécois par rapport aux Français? Super, public québécois exceptionnel, ça éclate de rire. C'est vraiment, c'est exceptionnel. Le Québec, en plus c'est des amateurs de rire, et ces amateurs de stand-up, ils regardent beaucoup de stand-up américain, donc ils savent à quel moment rire, ils sont disciplinés, ils ont cette mécanique du stand-up, tu vois, t'as pas besoin de les prendre par la main, ils savent ce qu'ils vont voir, ils savent si c'est bon, ils savent si c'est original, ils savent si tu les arnaques ou pas, tu vois. Ouais, comment ils voient donc les stand-uppers qui viennent de France? Comme là-bas, ils sont très ancrés américains, et pour eux, c'est... Mais s'ils sont marrants, ils les voient d'un bel œil. Il y a pas de... c'est drôle, pas drôle. Mais exactement. Si t'es bon, ils vont te valider, si t'es pas bon, ils rigolent pas, ils te disent, hey, bon coco, ce que tu fais à tel humoriste qu'il faisait dans les années 90, tu peux pas les biaiser. Ils connaissent, ils ont une vraie culture du stand-up et ils savent si t'es original ou si tu viens faire l'accent québécois, ils vont se dire tu nous racontes quoi là. Ouais, c'est le décalage qu'on a entre ici et donc le monde anglo-saxon qui contrôle les codes du stand-up. Ils sont super bon public et vraiment un public connaisseur. Plus qu'en France, beaucoup plus qu'en France. Beaucoup plus en France. En France, stand-up, c'est connu depuis que Jamel et Kader, ils ont fait le Jamel Comedy Club. Ouais, c'est voilà, ils connaissent 14 ans. Donc toi, tu fais partie de la première génération, on va dire, de stand-uppers professionnels en France. Ouais, c'est ça, un petit peu. Comment tu vois les mômes qui arrivent là, qui ont 18-20 ans là, qui connaissent, qui sont un peu plus geeks que vous à l'époque, c'est-à-dire que eux, ils regardent énormément sur YouTube, beaucoup des spectacles, là, même en anglais. Tu les vois arriver là, la nouvelle génération? Franchement, il y en a plein, ils sont talentueux et non, en fait c'est il y en a plein, ils sont bons, hein. Ils sont là, je les vois d'un bon œil parce que voilà, c'est bien, il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut que... Toi, tu repères tout de suite à l'œil, tout de suite, tu peux repérer direct. Non, j'ai pas l'œil. Tu sais, c'est un métier qui est tellement difficile, tu sais pas. Tu vois, personne n'a l'œil. Ou sinon, les mecs, ils seraient multimillionnaires. Comment il y a des mecs qui sont venus au Paname, personne les a détectés. Les mecs c'est impossible de deviner sinon, ils auraient été signés. Ils ont été produits par les gars qu'il y a ici. D'où l'importance de travailler énormément. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de secret. De faire ses gammes tout le temps. Bien sûr. Il y a pas de secret. Si tu réussis, c'est que t'as... bien sûr. C'est du boulot. Après, tu switches. Tu peux jouer 10 fois le même passage, ça fait pas rire et arrive un moment, tu as une confiance, il y a un truc. Donc le conseil que tu donnerais à des gamins qui veulent démarrer dans le stand-up, ce serait de faire comment t'y prendre au départ? Non, de bosser, de faire 5 minutes, de faire toutes les scènes ouvertes et de se confronter au public. C'est le public qui choisit, celui qui décide de venir par la suite te voir en spectacle. Voilà.
Faut pas hésiter à y aller tout le temps sur scène, tout le temps, même si on prend des bides, c'est pas grave. On s'entraîne, on travaille, c'est comme ça qu'on apprend. Par rapport justement aux réseaux sociaux, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un décalage qui va se créer à un moment? C'est que tu as des jeunes qui vont avoir beaucoup de followers sur les réseaux sociaux et sur scène, ça va pas se traduire avec du public dans la salle ou avec une carrière qui va bien se faire. Est-ce que tu penses que ça peut pas créer des problèmes, ça, le fait que les gens ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux et pas forcément beaucoup dans la salle? Non, mais t'as des mecs qui ont beaucoup de followers et qui font des spectacles et il y a personne qui va les voir en salle. T'as des mecs qui ont beaucoup de followers et tous les followers viennent les voir en salle. Il y a la vérité, il y a pas une seule vérité. Ouais. Après, c'est sûr que c'est plus facile de signer avec une production quand t'as 1 million de followers parce qu'ils se disent, attends, on n'a plus que spectacle à travailler, qu'un mec qui a 0 abonné, qui a un bon spectacle, putain, il y a tout l'effet commercial, marketing, management, développement à faire. Donc après t'as des mecs qui ont un bon spectacle et qui ont les abonnés et là ça marche, les gens viennent, tu vois. Mais je pense qu'il faudrait privilégier d'abord le spectacle après les followers parce que c'est plus difficile d'avoir un bon spectacle que avoir les followers et rien avoir à vendre derrière, tu vois. Donc très important, le vivant. D'aller voir les gens. Tu vas, ouais, bien sûr. T'as plein de mecs qui sont super marrants et ils ont 2000 abonnés. Hein. Et pour toi, il faut venir à Paris? Ben oui, c'est à Paris que ça se passe. C'est-à-dire que si t'es en province, t'es à Toulon, t'es à Brest, faut venir à Paris. Ouais, faut venir à Paris après. Tu devrais pas créer des scènes à Marseille, dans ta ville natale? Non, mais tu peux pas, c'est pas pareil. Il y a pas la fréquence, il y a pas le public pour sortir tous les soirs. Les gens, ils se motiveraient pas. Spectacle, non. Il y a pas le circuit interne. Ils s'en foutent, ils vont voir un match de foot, ils vont à l'apéro, ils vont au bar, ils vont à la pétanque. Il y a pas de, sinon, s'il y avait la possibilité de faire carrière depuis Marseille, j'aurais percé à Marseille. Ouais. Donc tu peux pas, t'as pas les télés, t'as pas les radios, t'as pas toutes les scènes, t'as pas tous ces comédie clubs. Il y a qu'ici où tu peux jouer 4-5 fois par soir. Ouais, ici t'as un c'est comme ça, ben exactement. T'as 4-5, tu viens, tu joues au Fridge, après tu viens ici, après tu vas chez Farid, après tu vas chez Monica, après tu vas... Il y a qu'ici où tu joues 4-5 fois par soir. Ouais. Marseille, tu joues 4-5 fois dans l'année. Voilà. À Paris, il doit y avoir à peu près 30-40. Tu fais un planning pour te dire... et t'attends une scène un mois et tu dis, ah non, finalement, on a annulé, il y avait 12 personnes. À ce moment-là? Ben oui, tu veux évoluer comment? Ah, je pensais que moi, en fait, c'est une question de demande, c'est pas une question d'offre. Mais c'est ça, c'est ce que je te dis. Oui, non, mais parce que... spectacle ce soir à Marseille, tu googles, tu prends ton téléphone, il y a quoi? Allez, je vais voir un spectacle ce soir à Marseille. Ouais. Tu vas taper, recherche, nul, 0, erreur 404. Non, parce que moi, je pensais que c'était du fait qu'il n'y ait pas assez d'offres, qu'il n'y a pas assez... Mais non, il n'y a pas de spectacle. Il n'y a ni spectacle, ni le public. D'accord. Il n'y a rien. Il y a des gens qui disent, ah, il serait bien qu'ils ouvrent un comédie club, mais tu vas ouvrir au bout de 1 mois, tu vas mettre tes clés sous la porte. Ouais. Parce que de 1, il y a pas les artistes pour faire vivre le lieu. Oui. Et de 2, il y a pas le public qui va venir. Ouais, c'est étrange parce que t'as vu dans le rap, il y a le rap parisien, le rap marseillais. Il y a plusieurs scènes. Ouais, c'est gratuit le rap. Tu envoies ta musique sur Internet. C'est un truc qui se consomme. C'est des ados qui écoutent le rap aujourd'hui. C'est des petits de 14 ans. T'écoutes pas du rap, toi. Mais à une époque, oui. À une époque, mais là, maintenant, t'écoutes pas du rap. Moi aussi, j'écoute Rire et Chanson. Hip-hop américain. Voilà, t'écoutes pas. On va pas se cacher, c'est les adolescents qui écoutent du rap. Mais parce qu'aux États-Unis, par exemple, t'as plusieurs scènes. Qui achète un album de rap? Qui va à la Fnac faire la queue 3 heures pour acheter un album? Si t'as pas 14 ans, tu vas pas. Parce qu'aux États-Unis, bon, c'est vrai que c'est la comparaison n'est pas... C'est pareil, mais aux États-Unis, c'est des gamins. Non, mais je parle au niveau de stand-up, tu vois, t'as une scène à New York, à Los Angeles, t'as quand même des... C'est des grandes villes, mais comme tu me dis, tu vas pas aller dans le Massachusetts ou dans le Wisconsin pour faire ta carrière c'est comme comparer Londres et Paris, tu vois. Ouais. T'as des grandes villes, t'as des grandes capitales. Ouais, ça, c'est... Aucune ville en France qui est comme Paris. Ouais. Tape le nombre de théâtres qu'il y a à Paris, et tu prends tous les théâtres dans toute la France. Ouais. Dom-tom, il y a pas autant de théâtres qu'à Paris. Et en Angleterre, c'est pareil, toi qui vis là-bas. C'est pareil. C'est comme tu me dis à Londres, tu me dis, pourquoi tu vas pas à Cambridge ou à Oxford pour faire carrière? Mais tu peux pas. Il faut être dans une grande ville où il y a les médias, où il y a les scènes, où il y a que là que tu peux progresser. Tu peux nous parler de l'Angleterre? Parce que comme je crois que tu vis un peu là-bas. T'as cru que c'était National Geographic ou quoi? Non, je vais parler de l'Angleterre par rapport à la scène. Par rapport à la scène, est-ce que... Je vis là-bas, moi je rentre, je veux voir ma femme. Tu regardes pas le stand-up anglais? Tu vas pas dans des comédie clubs là-bas? Rien du tout, je rentre, je passe du temps avec ma femme et mes filles. J'essaie de tout couper. Je suis avec Popouna. C'est la maison. Ah ouais, je rentre, Sweet Home. Je sais pas si je suis Tony Micheli, Tony Danza. Je rentre, je mets un tablier.
Et donc ton lieu de travail, c'est voilà. Paris, quoi. Donc Voilà, tu viens bosser à Paris, après tu rentres à la maison. Et ça t'apporte quoi la naissance de ta fille récemment? Non, c'est beaucoup de joie et de bonheur. C'est un recommencement c'est l'histoire de la vie, comme dirait le roi Lion, de ce cycle éternel. Non, c'est très bien, c'est très bien. Professionnellement, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ou pas? Parce que des fois, il y a des gens qui disent des footballeurs, par exemple, qu'ils ont eu des enfants et ça les cadre plus. Est-ce que toi, ça... Oui, ça ramène un cadre. C'est des trucs, tu te dis, je peux pas faire le con. Tu dis, j'ai des filles qui me regardent et que, voilà, j'essaie d'être un exemple et ça t'apporte beaucoup en maturité. Et tu voudrais qu'elle fasse une carrière artistique ou... Elle fera ce qu'elle veut. Elle fera ce qu'elle veut. Ouais. Après, j'aimerais bien qu'elle soit championne de tennis. Ah ouais, d'accord. Mais, ouais, donc je sais pas, genre en mode, je veux qu'elle fasse des grandes études, des grandes écoles. je veux qu'elle gagne Wimbledon, c'est tout ce que je veux qu'elle gagne. La première française depuis Marie Pierce. Franco-algérienne. Franco-algérienne. Ça sort le drapeau de l'Algérie à Wimbledon. Sort le drapeau Et les de Jeux l'Algérie à Olympiques, hein, Wimbledon. bien sûr. On toutes les vive à l'Algérie. Moi, c'est juste pour parler un peu de l'accent marseillais. Est-ce Oui, que la ville de Marseille. la ville de Marseille, mais est-ce que c'était souvent un handicap Intéressant. pour certaines personnes, cet accent? Toi, tu t'as jamais été dans cette configuration? Ouais, à ce qui paraît, c'est un handicap d'avoir l'accent marseillais, mais moi, j'essaie d'être marrant et je joue pas de l'accent, tu vois. Les gens, ils viennent pas parce que j'ai l'accent marseillais, ils viennent parce que c'est drôle et que c'est moi. Donc, j'essaie plus de primer le fait d'être marrant que l'accent. Il y en a plein qui ont l'accent et c'est pas drôle, tu passes à côté. Donc, avoir l'accent, c'est bien, c'est mignon. Le soleil, te pastisse, tout ça. Mais le truc, c'est que voilà, il faut être drôle à un moment et même l'accent. C'est plein de potes humoristes qui me disent ouais, mais toi, Redouane, tu dis n'importe quoi, les gens vont rigoler parce que t'as l'accent, mais c'est pas vrai. C'est faux, ouais. C'est faux. C'est un humour particulier, l'humour de Marseille. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais même pas parce que j'essaie pas de faire un humour marseillais, j'essaie de faire un truc. Tu vois, parce qu'on parle de différents types d'humour. T'as l'humour nord-africain, tout ça. Faire de l'humour juif. Ouais. Un humour qui me permettrait de percer. Tu vois, mais je parle vraiment de la ville, moi. Hein. Je parle pas des gens. Ouais, il y a un humour marseillais, Parce que n'importe qui va à Marseille devient marseillais, si tu veux. Ouais, il y a un humour marseillais. Tu captes l'accent. D'où tu viens. Il y a viens. des anecdotes marseillaises, il y a l'accent. Les expressions. Ouais. Il y a un style d'humour un peu particulier. Ouais, il y a un phrasé, tu vois. Et ça, tu l'utilises dans ton... Par exemple, David, s'il vient à Marseille, tous ils vont lui dire, tu as une tête de sacoche. Et, ça veut dire quoi? Tu ressembles à une sacoche, une tête de sacoche. Et voilà. Si les gens voient ta tête et après on met une sacoche à côté, ils vont rire. Ça, c'est l'humour de Marseille. Voilà. D'accord. Genre, tu veux 5 francs. Et tu utilises ça comme matériel, comme... Non, parce que ça marche qu'à Marseille. Si tu sors le but du jeu, c'est d'être mainstream et de toucher des gens dans le Poitou-Charentes ou à Roubaix et que de les faire rire avec des anecdotes et pas rentrer dans des trucs Parce que les animateurs radio, justement, ils disaient on leur avait redemandé de gommer leur accent marseillais, même télé ou radio, enfin que en fait. Là, il y en a plein qui l'ont gommé. Jean-Pierre Foucault, il a gommé. Hein. Ouais, il a plus l'accent marseillais. Ouais, il a plus. Je pense que c'est fini tout ça maintenant. Ouais, je pense que là c'est fini. Ouais. C'était une autre époque là, ça a changé là, c'est fini. Parce que t'as Internet maintenant. La télé. Les dictats de la télé, c'est fini, je pense, parce que voilà. Je pense que c'est un média, la télé, qui est en train de mourir. T'as des mecs en story, ils font plus que certaines émissions en audimat. Donc, ils ont plus besoin. Les gens, si t'es marrant sur Internet, ils viennent te voir en spectacle. Ça, toi, ça alors qu'avant, t'avais pas ce média, t'étais obligé de passer à la télé. C'était la chance de ta vie. C'est ça. Ouais, il faut que je fasse ce décor penché. Voilà, on a rien à chroniqueur, ça te dirait pas devenir chroniqueur sur une émission? Non, c'est quelque chose qui te brancherait pas. Non. Pourquoi? C'est pas mon métier. L'exercice, t'aimes pas l'exercice? C'est pas mon métier. Moi, je suis acteur, comédien, je fais du stand-up et venir autour d'une table dire mes impressions sur certains trucs, c'est pas mon métier. On t'a proposé, je suppose. Ouais, on m'a proposé, mais c'est pas un truc qui me fait vibrer. Je préfère faire de la scène et ça, c'est d'un point de vue carrière ou d'un point de vue perso? Moi, c'est point de vue perso. Ouais, c'est pas ton truc. Ouais, c'est pas mon truc. Il y en a qui le font très bien. Pareil, animateur radio, il y en a qui c'est leur métier. J'adore faire ça. Moi, Ouais. Toi, c'est la scène, faire des vannes, envoyer. Voilà, c'est ça. Et les plateaux de cinéma. C'est ça. D'accord.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On va conclure. On va conclure. Que ça continue. Que ça continue. Voilà. Donc des nouveaux films, on l'espère. Plein de salles. Films, des scènes, des tournées. Et beaucoup de burrata. Et que le Covid disparaisse. Que le Covid disparaisse. La Covid. Oui, elle va se barrer. Ouais, c'est comme le Wifi ou la Wifi, on sait pas dire live. Non, ils voulaient donner un nom de meuf. Ouais, que ce soit plus doux. Ouais, que ce soit plus doux, alors que c'est bien enculé qui a dû inventer ce truc. Ça doit être un mec, donc on doit l'appeler le Covid. Ok. Professeur qui a inventé ça. Je pense que là, on a bien. Professeur de Wuhan qui a inventé ce truc. C'est le Covid. Et professeur Raoult? Ah là là. Un génie. Hein. Un génie pour toi? Exactement, c'est un génie. Il fait du stand-up un peu. Hein. Bah oui, il est très bon dans ce qu'il fait. Bah très bien. Merci Redouane. Beaucoup de bonheur, beaucoup de succès pour la suite, ouais. cher Redouane. Merci d'être passé avec nous. Et merci d'être venu. Et à bientôt. Allez, merci les gars. Ciao. Le Pitch Club de Redouane Bougueraba.